Bonjour à tous les amateurs d'art, histoire de résilience et de voyages émotionnels. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire particulière, où l'aura de la scène se mêle à la douleur silencieuse d'un cœur fort. C'est l'histoire de Nathalie Marquet, une femme qui a conquis le cœur de millions de personnes par sa beauté, son talent et son dévouement, mais qui porte aussi des blessures cachées. Si vous souhaitez découvrir un parcours, des jours glorieux de Miss France au moment déchirant avec votre partenaire, appuyez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Rejoignez-moi dans l'univers de Nathalie Marquet, où lumière et obscurité s'entremêlent, créant une symphonie de vie. Nathalie Marquet est née le 17 mars 1967 à Comines, une petite ville du nord de la France, où les rues pavées et les maisons pittoresques racontent une histoire d'humilité et de persévérance. Aînée d'une famille de la classe moyenne, Nathalie a grandi entourée de l'amour de ses parents, mais sa vie n'a pas été facile. Dès son plus jeune âge, elle avait un cœur sensible, aspirant toujours à briller, mais elle a vite dû faire face aux rudes épreuves de la vie. Son enfance à Comines, bien qu'idyllique, fut assombrie par les difficultés financières de la famille, son père, ouvrier d'usine, devant travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de ses enfants. Sa mère, femme forte mais réservée, était souvent aux prises avec les factures et les difficultés, ce qui lui apprit très tôt l'indépendance et la dissimulation de ses émotions. La plus grande douleur de la vie de Nathalie survint en 1997, lorsqu'on lui diagnostiqua une leucémie, une maladie dévastatrice qui menaçait de lui ôter la gloire qu'elle avait tant travaillée. À 30 ans, alors que sa carrière était à son apogée, elle dut faire de longues journées à l'hôpital où les aiguilles et les doses de chimiothérapie affaiblissaient son corps, mais son moral restait fort. Elle raconta un jour que le soir, allongée dans son lit, elle regardait par la fenêtre et s'imaginait sur scène, sous les lumières et les applaudissements du public. Mais la réalité était la douleur, la fatigue et la peur de la mort. Elle a lutté contre la maladie non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'aimaient, notamment ses parents, qui ont pleuré à son chevet en voyant leur fille si maigre et pâle. Une autre douleur, plus profonde et plus durable, est survenue en 2021, lorsque son mari bien-aimé, Jean-Pierre Pernaut, a appris qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Jean-Pierre, qu'elle avait rencontré lors d'un moment crucial lors du concours Miss France en 2001, a été le plus grand soutien de sa vie. Son décès, le 2 mars 2022, a été un choc indescriptible. Nathalie, qui avait l'habitude de cacher sa douleur, n'a pu retenir ses larmes, debout près du lit d'hôpital de son mari. Elle lui tenait la main, lui murmurait des mots d'amour, mais ne pouvait empêcher le destin de l'emporter. La douleur de la perte de son mari, ainsi que le souvenir des jours heureux passés avec lui, sont devenus la cicatrice la plus profonde de son cœur, une cicatrice qu'elle a portée pendant des années. Ces douleurs n'étaient donc pas seulement des événements personnels, mais aussi de dures leçons sur la fragilité de la vie. Nathalie a confié un jour qu'à chaque épreuve surmontée, elle se sentait plus forte, mais aussi plus vulnérable. Elle a appris à vivre avec la douleur, la transformant en motivation pour continuer à se consacrer, non seulement à l'art, mais aussi à son entourage. De ses jours de combat contre la leucémie aux adieux à son mari bien-aimé, Nathalie Marquet a prouvé qu'elle était non seulement une beauté, mais aussi une véritable guerrière, au cœur toujours brûlant, malgré les défis constants de la vie. Nathalie Marquet se fait connaître en 1986, lorsqu'elle est élue Miss Alsace au palais Beaubourg de Blotzheim. Ce titre lui ouvre les portes du concours Miss France 1987, qui se déroule à Paris le 31 décembre 1986. Malgré une organisation chaotique, des huées du public et le départ inattendu d'une candidate, la cérémonie de remise des prix est marquée par un succès retentissant, avec 42,2% des voix, et remporte le titre de Miss France. Plus qu'une simple victoire, ce titre marque une étape importante qui la propulse sur le devant de la scène et à la télévision. Elle représente la France à Miss Univers et Miss Monde en 1987, mais ne termine que 15e à Miss International en 1988 au Japon. Ces expériences internationales, bien qu'elles ne lui valent pas de couronne, lui permettent de prendre confiance en elle et d'élargir sa vision du monde. Après avoir remporté le titre de Miss France, Nathalie se lance dans le monde du spectacle en tant qu'actrice et mannequin.
Elle débute par un petit rôle dans la sitcom Le miel et les abeilles en 1994, où elle révèle son charme et son talent d'actrice naturelle. Ce rôle, bien que modeste, lui ouvre la voie à d'autres émissions de télévision, comme Salut les musclés, où elle incarne une catcheuse, puis Monica, dans la populaire série Sous le soleil de 2001 à 2008. Le rôle de Monica, par sa complexité et sa profondeur émotionnelle, marquera sa carrière d'actrice et fera d'elle une icône auprès des téléspectateurs français. Elle participe également à des émissions de télé-réalité, comme Fort Boyard, et est élue juge à 5 reprises à Miss France, démontrant ainsi son dévouement et sa passion pour le monde du divertissement. Mais la carrière de Nathalie ne se résume pas au projecteur. En 1997, alors qu'elle est au sommet de sa carrière de mannequin et de télévision, on lui diagnostique une leucémie. La maladie la contraint à interrompre ses activités, à renoncer à de grandes opportunités et à risquer de tout perdre. Ses jours à l'hôpital, alors que son corps était faible et que ses cheveux tombaient, étaient des moments où elle pleurait d'impuissance. Elle a un jour raconté qu'il y avait des nuits où elle était assise seule, se regardant dans le miroir sans se reconnaître, se demandant si elle pourrait un jour remonter sur scène. Mais c'est dans ces moments sombres qu'elle a trouvé la force dans l'amour de sa famille et de ses fans, l'aidant à se battre et à revenir plus forte. Un autre revers est survenu en 2007, lorsqu'elle a été choisie comme ambassadrice mondiale du créateur de mode Christophe Lebeau. Alors qu'elle était censée la propulser vers de nouveaux sommets dans l'industrie de la mode, la campagne n'a pas rencontré le succès escompté en raison d'une concurrence féroce et des limites de la stratégie promotionnelle. Cet échec a laissé Nathalie dévastée, mais elle ne s'est pas laissée définir. Elle a continué à travailler, à participer à des œuvres caritatives et à écrire des livres, dont l'autobiographie « Ma vie, mes coups de cœur, mes recettes », dans laquelle elle partage son parcours pour surmonter la maladie et ses leçons de vie. Ses larmes, bien que silencieuses, témoignent de sa résilience et de sa passion indéfectible, malgré les épreuves de la vie. Nathalie Marquet a rencontré Jean-Pierre Pernaut, le célèbre présentateur du journal télévisé de TF1, lors d'un moment crucial du concours Miss France en 2001, alors qu'ils étaient assis côte à côte dans le public de la salle de la Filature à Mulhouse. Jean-Pierre, avec son élégance et sa voix grave, a fait chavirer le cœur de Nathalie dès le premier regard. Ils ont commencé à se fréquenter et, en juin 2007, ils se sont officiellement mariés lors d'une cérémonie simple mais émouvante. Nathalie a confié un jour que Jean-Pierre était l'homme qui la rassurait, comme un refuge face aux tempêtes de la vie. De leur mariage sont nés 2 enfants, Lou, né en 2002, et Tom, né en 2003, qui sont devenus la plus grande joie de sa vie. Mais ce bonheur a été mis à mal en 2021, lorsque Jean-Pierre a appris qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Nathalie se souvient du moment où elle a appris la nouvelle du médecin alors qu'elle préparait le dîner pour sa famille dans la cuisine. Elle a raconté avoir laissé tomber sa cuillère, comme si le monde s'était écroulé. Jean-Pierre, toujours fort à l'écran, était désormais fragile face à sa maladie dévastatrice. Nathalie n'a pu retenir ses larmes en regardant son mari, autrefois symbole de résilience, affronter la douleur et la chimiothérapie. Elle s'asseyait souvent à son chevet, lui tenant la main et se remémorant leur voyage ensemble, les moments de rire au coin du feu. Elle a écrit dans son journal qu'à chaque fois qu'elle voyait Jean-Pierre tenter de sourire malgré la douleur, son cœur se serrait comme s'il était serré, mais elle ne le laissait jamais la voir pleurer. Nathalie a révélé que Jean-Pierre, malgré sa maladie, restait optimiste et essayait toujours de la protéger de la douleur. Il lui avait dit un jour « Ne t'inquiète pas, je m'en sortirai, car je veux voir Lou et Tom grandir. » Mais au fond d'elle-même, Nathalie savait qu'il essayait d'être fort pour elle et ses enfants. Elle pleurait non seulement à cause de la maladie de son mari, mais aussi à cause de l'amour profond qu'il lui portait. Un amour qui transcendait même la mort. Lorsque Jean-Pierre est décédé le 2 mars 2022, Nathalie a eu l'impression qu'une partie de son âme avait disparu. Elle est restée silencieuse près du cercueil, a murmuré un au revoir et a ressenti la douleur comme une vague l'envahir. Le mariage de Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaut est une belle histoire d'amour, mais non dénuée de côté sombre. Nathalie a confié un jour
que Jean-Pierre était un homme qui la rassurait et l'aimait, mais aussi doté d'une forte personnalité qui la submergeait parfois. Jean-Pierre, qui a connu une brillante carrière de présentateur du journal télévisé de 13 heures sur TF1 de 1988 à 2020, était souvent accaparé par son travail, laissant Nathalie gérer seule les pressions de la maternité et de l'éducation des enfants. Elle a un jour raconté qu'il y avait des soirs où elle restait assise seule dans le salon, attendant le retour de Jean-Pierre du studio, juste pour l'entendre lui raconter sa journée de travail. Mais Jean-Pierre, dévoué à sa carrière, oubliait parfois qu'elle avait besoin de lui non seulement comme mari, mais aussi comme compagnon. Un aspect caché de leur mariage résidait dans des désaccords sur la manière d'élever leurs enfants. Nathalie, au cœur sensible et issue d'une famille difficile, souhaitait offrir à Lou et Tom une vie pleine d'amour et d'attention. Jean-Pierre, bien qu'aimant ses enfants, avait tendance à être plus strict, souhaitant qu'ils apprennent l'indépendance très tôt. Nathalie a un jour raconté qu'elle et Jean-Pierre avaient eu une vive dispute lorsque Tom avait souhaité faire du sport plutôt que d'aller à l'université. Jean-Pierre pensait que c'était un choix risqué, tandis que Nathalie soutenait la passion de son fils. Cet argument la fit pleurer, non pas par colère contre son mari, mais par désespoir face à l'impossibilité de concilier son amour pour sa famille avec les attentes de Jean-Pierre. Jean-Pierre, dans ces dernières années, dit un jour à Nathalie : « Tu es la raison pour laquelle je me lève chaque matin, même quand mon corps ne le veut pas. » Ces mots, bien que simples, furent une grande source de réconfort pour Nathalie dans ses jours les plus douloureux. Il lui écrivit également une lettre, qu'elle ne lut qu'après sa mort, dans laquelle il regrettait de ne pas avoir passé plus de temps avec elle et leurs enfants. Cette lettre, écrite d'une, était encore si brisée. La douleur ne s'arrêta pas là. En 2008, lorsqu'Isabelle tomba enceinte de son premier enfant, Marcus Andrew, elle dut faire face à une période de difficultés physiques et mentales. À 36 ans, Isabelle souffrait de douleurs et de fatigue constantes, ce qui la faisait craindre pour la santé de son fils. Certaines nuits, elle restait éveillée, la main sur le ventre, priant pour que tout aille bien. La naissance de Marcus fut la plus grande joie de sa vie, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Mère célibataire durant les premières années de Marcus, Isabelle a dû composer avec la pression de concilier carrière et maternité. Elle se sentait souvent coupable de quitter son fils pour partir en tournée, comme si elle échangeait l'amour de son fils contre ses propres rêves. Ces moments, bien que non publics, étaient les larmes silencieuses d'Isabelle, la douleur qu'elle cachait derrière son sourire éclatant sur scène. Un autre défi est survenu en 2016, lorsqu'Isabelle a entamé une relation avec Éric Dupond-Moretti, avocat et futur ministre français de la Justice. Cette relation, bien qu'aimable et compatible, a également apporté des difficultés inattendues. La distance géographique entre le Canada et la France, combinée à leurs emplois du temps chargés, a souvent laissé Isabelle seule, comme si son amour était une route sinueuse et froide. Il y avait des jours où elle était sur scène, chantant l'amour, mais son cœur était lourd de nostalgie pour Éric. La douleur de la séparation, bien que n'étant pas une perte définitive, était une blessure persistante, forçant Isabelle à apprendre à aimer dans le vide. Ses souffrances, de la solitude de la jeunesse à la mort de sa grand-mère, en passant par la pression de la maternité et la distance amoureuse, ont façonné Isabelle Boulay en une femme à la fois forte et vulnérable. Non seulement elle chante, mais elle vit dans chaque mélodie, transformant ses cicatrices en chansons qui touchent le cœur des auditeurs. Sainte Félicité, avec ses vagues et ses chants, est un lieu témoin de ses souffrances, mais aussi celui où Isabelle apprend à se tenir debout, à chanter, même si son cœur est encore rempli de larmes. Le parcours d'Isabelle Boulay est une histoire de talent, de persévérance et de larmes silencieuses. D'une jeune fille timide de Sainte Félicité, Isabelle est devenue l'une des chanteuses les plus importantes du Québec, reconnue comme l'une des grandes voix québécoises. Sa carrière, ponctuée de succès éclatants et d'échecs douloureux, témoigne d'un esprit qui ne renonce jamais, même s'il lui arrive de pleurer parce que ses efforts ne sont pas récompensés. La carrière d'Isabelle a débuté en 1988, lorsqu'à l'âge de 16 ans, ses amis l'ont inscrite en secret à un concours de chant à Matane. Sans aucune préparation, Isabelle est montée sur scène, le cœur battant, fenêtre, regardant le ciel et chantant doucement,
comme si la musique était sa façon de se ressaisir. Lou est bouleversé de la voir souffrir seule, mais aussi fier de sa résilience. Le plus jeune fils de Nathalie, Tom, a un point de vue différent. Il décrit sa mère comme quelqu'un qui a toujours fait passer sa famille en premier, même lorsqu'elle était en train de s'effondrer. Après la mort de Jean-Pierre, Tom se souvient des nuits où sa mère était assise tranquillement dans le salon, serrant dans ses bras une photo de mariage encadrée et pleurant en silence. Elle ne voulait jamais qu'on la voie faible, mais je sais qu'elle pleurait beaucoup pour papa, a-t-il dit un jour. Elle a toujours tout fait pour que nous nous sentions en sécurité, mais j'aurais aimé pouvoir la protéger de cette douleur. Tom a également révélé que Nathalie lui racontait souvent les jours heureux passés avec Jean-Pierre, afin de perpétuer le souvenir de son père. Les parents de Nathalie, bien que rarement vus en public, ont également exprimé leur chagrin face à ce que leur fille avait traversé. Sa mère, témoin de son combat contre la leucémie, a déclaré n'avoir jamais vu sa fille abandonnée, même dans les moments les plus sombres. Au décès de Jean-Pierre, elle a raconté que Nathalie l'avait appelée, la voix tremblante mais s'efforçant de rester forte, lui disant qu'elle continuerait à vivre pour ses enfants. Le père de Nathalie, homme de peu de mots, a simplement serré sa fille dans ses bras lors des funérailles de Jean-Pierre, comme pour lui donner la force d'aller de l'avant. Sa famille, bien qu'incapable d'effacer la douleur, a soutenu Nathalie pour surmonter les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie. Les épreuves de